Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Il est temps de poursuivre notre lecture du prisonnier d'Azkaban et de retrouver Harry en assez mauvaise posture pour ne pas changer les bonnes habitudes. Pour rappel, Harry n'a pas supporté les provocations à répétition de la tante Marge et a fini par la faire gonfler comme un balloon avant de fuguer de Private Drive. Et donc on le retrouve seul, ses affaires sous le bras, sans réel plan en tête. Et surtout, vulnérable. D'autant qu'il va bientôt apprendre la véritable nature de ce fameux fugitif dont tout le monde parle. Après avoir appris tout ça et après avoir fait un tour rocambolesque à bord du Magicobus, on retrouvera quelques-uns de vos hiboux dans la volière, bien sûr. On en profite d'ailleurs pour remercier tous les auditeurs parce que notre épisode de reprise a connu pas mal de succès. Vous avez accueilli cette émission chaleureusement et ça nous a vraiment fait plaisir. Pour compléter les remerciements, petit moment solennel puisque nous allons faire une petite dédicace spéciale à nos tipeurs. Car ça y est, et grâce à tous vos soutiens depuis le lancement de la page, on a pu investir dans de nouveaux matériels qu'on expérimente pour la première fois sur cette émission. Donc autant vous dire que pour Jérémy, il y a peut-être une petite larme qui va couler durant l'enregistrement. N'importe quoi. Alors c'est un test, donc on espère que ça fonctionne correctement et surtout, comme promis, on va pouvoir accueillir très prochainement des invités à distance et notamment des auditeurs. Donc on donnera plus d'infos sur nos réseaux assez vite, donc restez bien connectés si ça vous dit un jour de participer à l'une de nos émissions. On a encore quelques ajustements à faire pour que le son soit au top. Déjà, on espère que ça enregistre et que vous pouvez nous écouter en ce moment. Qu'on n'enregistre pas pour la deuxième fois cette émission. C'est ça, parce que c'est vraiment un test, c'est du tout nouveau matériel. Ça a failli nous arriver pour l'émission précédente. On n'en a pas parlé, mais mon ordinateur a bugué et le logiciel d'enregistrement s'est arrêté. Alors heureusement, ça a sauvegardé, mais grâce à cette super console désormais de mixage, on n'a plus besoin d'enregistrer sur nos PC. Donc ça va nous simplifier la vie. Exactement, donc on espère que ça marche, c'est vraiment un test. Et puis on va améliorer le son parce que je pense qu'il y a des petits problèmes, peut-être au niveau de l'acoustique, peut-être qu'il y a un peu de résonance là tout de suite. Mais voilà, on va essayer de travailler sur ça petit à petit. Et oui, et comme l'a dit Marina, ça va nous permettre d'enregistrer des invités. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de mettre en place. Et aussi, on va pouvoir mettre en place des lives plus facilement. Et d'ailleurs, on a quelques petits projets aussi pour pouvoir vous proposer un beau live vers le futur. Donc je pense que ça va prendre sa place durant quelques mois. Et puis après, on pourra faire des super lives avec vous. Voilà. Mais en attendant tout ça, de recevoir des guests, de faire des super lives, on va commencer par retrouver notre invité de toujours, c'est-à-dire Harry, bien évidemment. C'est parti. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Chapitre 3, le Magicobus. Harry est donc seul dans un quartier moldu de nuit, en traînant ses affaires derrière lui. Il essaie de se calmer, puis lorsqu'il y arrive un peu, la panique commence en fait à l'envahir. Il était sûrement renvoyé de Poudlard après le sortilège lancé sur la tante Marge, voire carrément recherché par le ministère de la Magie. Évidemment, ses pensées se tournent vers Ron et Hermione, mais ils sont tous les deux à l'étranger et Hedwige n'est pas là pour leur envoyer un message. Alors ça me fait penser un peu à notre discussion qu'on a eue il y a pas longtemps sur le téléphone, parce que là concrètement, si Harry avait eu un portable, Ça aurait été plus direct. mais que Ron et Hermione soient à l'étranger ou pas, ou qu'il ait un hibou ou pas, il aurait pu les contacter. Sauf que ça se passe en 1992-93, donc on oublie. Si t'es pas encore au point les téléphones portables, hein. Bah non, je crois pas, non. Enfin, Ah non. Moi, je me rappelle de mon premier téléphone portable, j'arrivais à peine à envoyer des SMS directement, déjà parce que j'avais un réseau catastrophique à la campagne, et puis on était encore au texte, il n'y avait pas d'application à l'époque, pour les jeunes qui nous écoutent. on vous parle d'un temps. Il n'y avait pas Messenger, il n'y avait rien, donc tu ne pouvais envoyer que des SMS, et si t'étais super riche avec ton forfait, parce que oui, les forfaits étaient limités, tu pouvais envoyer des MMS. Donc, et les SMS, fallait taper plusieurs fois sur chacune des touches, pour faire un mot. Tu te rappelles de ça ? Bah oui, pour les lettres. Pour les lettres, plusieurs fois, on parle comme des vieux, c'est vrai. Et encore, mais ça arrivait plus tard parce que
Je sais pas exactement quand est-ce que c'est arrivé, mais en 93, on avait 2-3 ans, nous. Il n'y avait pas de portable. Et je dirais qu'en 80, il y avait les sortes de cabines téléphoniques sur pattes, un peu les gros téléphones comme on voit dans les films américains. Tu me diras peut-être qu'au début des années 90, il y avait déjà ces téléphones à clapper un peu. Là. Je sais pas si ça existait, ça devait être... Je sais Si, pas. mais très peu répandu parce que très Oui, bah oui. cher. Enfin voilà. Et bon, pour ne pas arranger sa situation, Harry n'a pas non plus d'argent moldu. La fortune que lui ont léguée ses parents se trouve à Gringotts. Alors, comment faire? Un plan lui vient en tête. Comme il est de toute façon sûrement exclu de l'école, c'est pas quelques sortilèges de plus qui viendront changer les choses. Lui vient alors en tête l'idée de rendre sa valise légère par magie, puis de s'envoler avec son imbus 2000 jusqu'à Londres en se camouflant avec la cape d'invisibilité. Après avoir récupéré son argent, il pourrait alors commencer, je cite, sa vie de banni. Alors ça me fait rire ce passage avec tout le scénario catastrophe que se fait Harry dans sa tête. Et je trouve que c'est quelque chose de très adolescent qui nous est tous arrivé, je trouve, dans notre jeunesse, de se dire mais qu'est-ce qui va arriver, il y a la police qui va venir me chercher, je vais être placé en foyer, enfin je sais pas, c'est un truc très adolescent je trouve de se monter la tête sur quelque chose finalement qui est pas si grave que ça. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé dans ta folle jeunesse, Marina. Pas que dans ma folle jeunesse, enfin même actuellement, ça m'arrive de me faire des scénarios catastrophes dans ma tête. Je suis un peu une drama queen. Par exemple, je me fais un simple contrôle de police pour les tylotests alors que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Je m'imagine tout de suite en prison et je vais bégayer devant le gendarme alors que je n'ai rien fait. Allez, petite anecdote là, parce que on s'écarte souvent là du livre. Ouais, ça commence bien. J'ai une anecdote. Ma première voiture, c'était une Citroën AX, donc autant vous dire, c'était pas très glorieux sur la route, même quand j'avais 18 ans, à une autre époque. Et donc j'étais en jeune permis dans une petite voiture, et donc il suffisait que je sois accompagné de quelques copains. Autant dire que quand il y avait un contrôle routier par la police ou la gendarmerie, j'y avais le droit tout le temps. Et la première fois où je me suis fait contrôler pour l'alcool, j'étais pas un peu paniqué, mais un peu stressé quand même, c'est la première fois. Et en fait, le policier m'a demandé est-ce que j'avais bu. Et j'ai pas compris sa question. Et j'ai pas bien entendu, mais j'ai fait genre que j'avais compris. Et en fait, par réflexe, je lui ai dit oui. Même si j'avais pas compris sa question. Mais sa question était vous avez bu de l'alcool ou pas? Et j'ai répondu oui. Et là, il a fait une drôle de tête. Il fait et vous avez bu combien? Je fais comment ça, j'ai bu combien? Bah, vous avez bu? Je fais non. Donc bref, autant vous dire que j'ai eu le droit à l'éthylotest direct, mais il était bien sûr négatif à 0. Ah si, j'ai menti. Pourquoi j'ai bafouillé? C'est parce qu'on s'éloigne vraiment du livre. Après, il faudra vraiment revenir sur le livre. Mais c'est parce que, en fait, je revenais d'un repas de famille. Et j'allais voir un ami après ce repas de famille. Et donc, du coup, comme les dimanches, après les repas de famille, les gendarmes me contrôlent. Et j'avais bu un verre de vin blanc. Enfin, c'était pas fou, hein. Un petit verre de vin blanc et avec de la choucroute. Ce détail a une importance. Puisque quand le gendarme m'a demandé si j'avais bu, j'ai dit oui. Et j'ai été même jusqu'à lui raconter, mais pas beaucoup, j'ai mangé juste un petit peu, j'ai bu juste un petit peu de vin blanc avec la choucroute, c'est tout, chez ma grand-mère. Il était heureux de l'apprendre. Je lui ai raconté ma vie en paniquant et en ayant la voix qui tremble, la voix chevrotante. Il était très heureux d'apprendre ce détail. La choucroute chez la grand-mère, le dimanche. Et pour revenir à Harry Potter... En fait, on devrait faire un podcast intermédiaire sur nos vies. Mais ouais, pour revenir un peu à ce passage, je me suis demandé, donc, Harry, bon, évidemment, il n'est pas exclu de Poudlard, comme on va l'apprendre tout à l'heure, mais qu'est-ce qui arrive aux élèves qui sont réellement exclus de Poudlard? Triste histoire. Non, mais je me suis vraiment posé la question, parce que bon, on a l'exemple de Rubeus Hagrid, mais c'est un exemple un peu particulier parce qu'il a été embauché à Poudlard après en tant que garde-chasse. Mais je me suis demandé, est-ce que des élèves sorciers qui se feraient exclure de Poudlard, est-ce qu'ils partent dans d'autres écoles de magie ou parce que je les imagine pas intégrer le système éducatif moldu. Après, je pense qu'il y en a très peu qui sont expulsés de Poudlard. Hagrid, il a été expulsé de Poudlard parce que il a été soupçonné de meurtre quand même.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, je pense qu'il faut faire Ouais, pas mal de bêtises. ouais. Je pense qu'il y en a très très peu, limite ça se compte sur les doigts d'une main. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir, tiens. Ouais, est-ce que on rajoute ça à la liste de questions à poser à J.K. Rowling le jour où on va la rencontrer, enfin le jour où elle sera invitée à Fréquence 9 3 quarts. Combien il y a d'élèves exclus à peu près C'est quoi la moyenne? Bon, Harry, il sait que son plan, il est pas très réjouissant, mais s'il reste dans la rue en pleine nuit, la police moldue va de toute façon l'arrêter. Alors il ouvre sa valise pour chercher sa cape, mais avant qu'il la trouve, il se sent observé et il regarde soudainement tout autour de lui. Il y a personne, mais au moment où il se penche à nouveau sur sa valise, cette fois il dresse directement sa baguette magique parce qu'il est certain que quelqu'un ou quelque chose s'approche entre le muret et le garage en face de lui. Avec un lumos, il regarde le passage et il découvre avec frayeur qu'une silhouette avec deux grands yeux brillants l'observe. En reculant, il trébuche sur sa valise et il tombe sur la route en lâchant sa baguette magique. Au même moment, un énorme bruit retentit et une lumière l'aveugle subitement. Il a à peine le temps de rouler sur le trottoir qu'un bus violet à 2 étages s'arrête là où il se trouvait juste avant. Harry voit que sur le pare-brise est écrit en lettres d'or Magicobus. Petite question pour toi, Marina. Est-ce que tu sais ou est-ce que tu te rappelles le nom original en anglais du Magicobus? Je l'ai su, mais je me rappelle plus. Peut-être sur les illustrations parce qu'on le voit Oui. écrit. Ah, The Night Bus. Oh, Waouh. bien joué. The Night Bus. C'est assez marrant cette appellation de J.K. Rowling parce que je sais pas si tu arrives à voir un peu le jeu de mots qu'il y a derrière Night Bus. Bah, Night, la nuit, et Mhm. Knight, chevalier. Donc c'est un peu le chevalier de la nuit qui vient sauver les gens qui en ont besoin pour les emmener vers des lieux magiques. Exactement, t'as tout dit. Donc, Pouh. Marina anglophone. Non, non, mais exactement, c'est vraiment le jeu de mots qu'a pas pu traduire Jean-François Ménard en français. C'est quelque chose d'un peu plus classique, magicobus. Hmm. Mais le mot en anglais est un petit peu plus développé, comme tu l'as dit. Donc, c'est le chevalier qui vient à la rescousse des sorciers qui en ont besoin. Et puis, il faut savoir qu'au Royaume-Uni, les bus de nuit sont très, très répandus et on les appelle les night bus. Donc, c'est Ah, un. ça existe vraiment. Donc. Ouais, les bus Ok. de nuit, c'est assez répandu au Royaume-Uni, en tout cas plus qu'en France. Et donc, c'est vraiment quelque chose. Enfin, comme nous, bus de nuit, mais c'est quand même. Tu vois, je sais Mais en pas, Angleterre, c'est moins connu. Night. Night. Pas Night. Alors, le cas, de toute façon, se prononce pas. Ça se prononce de la même Ah. façon. Chevalier et nuit se prononcent Mais en night. Angleterre, c'est pas chevalier de nuit, c'est bus de nuit. C'est Oui, Night. oui, Ok, ok. oui, Ça, je- tout à fait. Et d'ailleurs, pour continuer sur la traduction, les deux salariés, les deux employés du Magicobus, en anglais, Stan Rocade et Ernie dans le mur, en anglais, ça fait aussi sens parce que Stan, c'est Stan Shunpike. Et Shunpike, bah, ça veut dire, ou rocade, c'est plutôt bien, ça veut dire détour ou Hmm. rocade. La rocade de Dijon. La rocade qui fait le tour de Dijon. Et Ernie dans le mur, Je sais pas pourquoi Jérémy a tout le temps un délire quand on va à Dijon. Souvent on prend la rocade, hein. De toute façon c'est incontournable et je sais pas pourquoi ça te fait autant rire. La rocade de Dijon, il y a des rocades partout. non, mais parce que bah moi je viens de Caen il y a un périphérique quoi et ça me fait rire qu'il y ait une rocade. Pour aller à Toisondorf, faut bien prendre la rocade, hein. Et sinon Ernie qui a été traduit dans le mur en français, il s'appelle en anglais Ernie Prang. Et Prang, je connaissais pas ce mot mais ça veut dire un petit accident de voiture. Pas quelque chose de grave mais un petit accident de voiture. Donc voilà, c'est Oui. assez rigolo. Pour revenir à Harry, bah, à ce moment-là, il tente tant bien que mal de reprendre ses esprits après cette succession d'événements, alors que quelqu'un en uniforme violet sort du bus et récite un message d'accueil. Il se présente comme Stan Rocade, comme on l'a dit un peu plus tôt, le contrôleur du Magicobus, transport d'urgence pour sorcières et sorciers en perdition. Mais Stan s'interrompt au moment où il aperçoit Harry au sol qui tente péniblement de se relever et de reprendre sa baguette magique. Harry remarque que le contrôleur est à peine plus âgé que lui. Stan lui demande ce qu'il fait par terre et il lui répond agacé qu'il est tombé sans faire exprès. Son genou à Harry lui fait mal et une de ses mains est en sang. Il se rappelle soudainement pourquoi il est tombé en premier lieu et il scrute l'allée où il avait aperçu la silhouette. Les phares du Magicobus éclairent l'endroit, mais la silhouette a disparu manifestement.
Stan lui demande ce que Harry regarde comme ça, et Harry lui explique qu'il a vu comme un grand chien noir dans cette direction. Stan est un peu choqué et il demande ce qu'il a sur le front quand il remarque la cicatrice de Harry. Et évidemment, pour éviter que le ministère lui tombe directement dessus, il dit que c'est rien et qu'il s'appelle Neville Londubat, le premier nom qui lui vient à l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça dit du subconscient de Harry de penser tout de suite à... Le premier nom qui lui vient à l'esprit, c'est Neville. Je sais pas si ça te dit quelque chose de Harry à ce moment-là. Je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il considère que Neville est quelqu'un qui passe partout et qui n'attire pas l'attention? Non. Ou la personne un peu gauche qu'il connaît, c'est comme il vient de tomber par terre. Ah oui, aussi. Ouais, je sais pas. Je pense que ça raconte quelque chose quand même dans l'inconscient de Harry. Mais quoi? N'hésitez pas à nous dire si vous avez une idée. Si vous travaillez dans la psychanalyse, n'hésitez pas à nous donner vos analyses. Harry demande si le Magicobus peut bien aller où on veut. Stan acquiesce. Il précise qu'on peut aller partout sauf sous l'eau. Je sais pas pourquoi on voudrait aller sous l'eau, mais il le précise quand même. Pour aller à Atlantis. Et il explique à Harry que s'il veut se rendre à Londres, ça lui coûtera 11 mornies. Petite précision, pour 14 mornies, il a droit à une tasse de chocolat chaud, et pour 15 mornies, une bouteille d'eau chaude et une brosse à dents à la couleur personnalisée. Quand même, beau service. Pourquoi une bouteille d'eau chaude? Je sais pas. Ça doit être un truc assez anglais quand même. Une bouteille d'eau chaude. Je sais pas. Harry paye Stan, monte ses affaires, puis il entre dans le Magicobus. La première chose qu'il remarque, c'est qu'il n'y a pas de siège, mais des lits à la place. Stan présente à Harry Ernie dans le mur, le chauffeur du bus, et il donne son feu vert pour démarrer. Une détonation retentit à nouveau et Harry est propulsé en arrière. Après s'être accroché, il voit à travers la vitre que le bus fonce dans une autre rue. Stan explique à Harry que ils sont déjà au Pays de Galles et que c'est là qu'il se trouvait avant d'aller le chercher. Je me suis toujours dit que le fonctionnement du Magicobus, il est assez étrange quand même, parce que en fait, il peut apparaître n'importe où, mais il a quand même besoin de rouler. c'est un petit peu n'importe quoi. Mais je trouve que c'est un bel exemple de l'univers magique de Harry Potter, ce Magicobus, parce que c'est quelque chose d'un peu bric-à-brac, un peu bricolé, c'est tiré du monde moldu et en même temps, on en fait quelque chose de magique qui a pas trop de sens. Et après, c'est peut-être la vitesse qui déclenche le sort pour les emmener à l'autre bout du Royaume-Uni, je sais pas. En fait, je me suis dit, le bus, il peut apparaître à des milliers de kilomètres. Par contre, peut-être qu'il a besoin de rouler pour arriver à destination exacte. Parce que si le Magicobus peut apparaître, ça n'a pas de sens qu'il roule, tu vois. Donc j'essaie de lui trouver un sens, mais bon, c'est... Tu veux dire qu'il doit se mettre à un point donné pour qu'il puisse disparaître et apparaître dans un lieu... Peut-être. Ah, qu'il y a des points de passage, tu dis? Ah, peut-être aussi. Checkpoint. Mais on voit bien avec le Magicobus que dans la magie, en fait, c'est pas le confort et l'efficacité qui dominent. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans la magie de J.K. Rowling, parce que c'est l'exact inverse de la technologie moldue. La technologie moldue, elle est là pour rendre le plus efficace et pour donner le plus de confort possible. Et on voit bien que la magie, même si les possibilités sont infinies, c'est pas plus confort que ça, en fait. Et j'aime bien ce côté un peu bricolé, un peu bric-à-brac. Et je trouve que le Magicobus en est une belle représentation. Alors pour ceux qui s'inquiètent de ne pas entendre Wheezy, de ne pas avoir entendu Wheezy à l'émission précédente, je précise qu'elle est bien là, elle va bien. Là d'ailleurs, elle tente de monter sur le matériel et puis on espère que le micro fait son travail et qu'on n'entend pas trop ces miaulements réprobateurs parce qu'on s'occupe pas d'elle. Je pense que vous allez l'entendre quand même. Ernie conduit n'importe comment le Magicobus, et d'ailleurs par la fenêtre, Harry il aperçoit que ce sont les obstacles qui évitent le Magicobus et pas l'inverse. Des obstacles comme les réverbères, les boîtes aux lettres ou encore les poubelles. Quand Harry demande pourquoi les Moldus ne se rendent compte de rien, Stan répond que de toute façon les Moldus ne savent ni écouter ni regarder et qu'ils ne font attention à rien. Encore une fois, je trouve que ça résume pas mal l'univers magique, comme si la magie elle était présente tout autour de nous, mais qu'il faut savoir bien observer pour s'en rendre compte. Si on observe bien, peut-être qu'on verra un jour un phare passer comme ça sera le Magicobus. Enfin, j'aime bien cette idée que la magie est autour de nous. Je sais pas si tu comptes en parler plus tard, mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ont ajouté une tête réduite à côté de Ernie dans les films.
Alors, ouais, je l'avais un petit peu noté. Je sais pas si j'avais l'intention d'en parler, mais clairement, c'est une invention d'Alfonso Cuarón, quoi, pour le Mais film. pourquoi? Je sais pas, mais je me demande si c'est pas un peu une petite marque du folklore mexicain. Parce que Alfonso Cuarón, il est mexicain, il a peut-être voulu donner un petit peu quelques petites touches Les têtes réduites, ça personnelles. serait mexicain? Je sais pas. Je me suis demandé si ça fait partie un peu Parce du que je trouve. folklore. Enfin, moi personnellement, après, c'est juste mon avis, mais ça m'a pas fait trop rire. J'ai pas trop compris en fait cet ajout de tête réduite. Je trouve ça un peu. Avec un accent jamaïcain en plus. Ouais, je trouve ça un peu limite en fait. Ouais, je me souviens. Ouais, tu vois, si ça viendrait du Mexique, pourquoi ça aurait un accent Oui. jamaïcain? Oui, c'est vrai. Et est-ce que l'accent jamaïcain a été en anglais aussi? Elle a un Ouais, accent ouais, ouais, ouais. jamaïcain? Ouais, ouais. Ouais, je comprends pas. Ouais, ouais. Ouais, on n'aime pas. Je me souviens, dans les bonus du DVD, il y avait une interview de J.K. Rowling, ou je sais plus si c'est dans les bonus ou ailleurs, mais J.K. Rowling a dit qu'elle avait adoré cette idée, enfin, elle l'a validé cette idée, en fait. Et je pense qu'elle vient d'Alfonso Cuarón, et elle a dit qu'elle avait tellement aimé l'idée qu'elle avait regretté de ne pas y avoir pensé pour le livre. Ah ouais? Ouais, ouais. Donc, voilà, c'est validé par J.K., hein. Mais toi, t'aimes bien? C'est pas forcément nécessaire. Enfin, je veux dire, Bah ouais. ça me dérange pas, mais ça me dérange pas ce genre de petit ajout parce que j'aime bien que des metteurs en scène s'approprient l'univers aussi. Et je pense que c'est vraiment un truc soit d'Alfonso Cuarón, soit de quelqu'un de l'équipe artistique du film. Donc j'aime bien que, voilà, que les films s'approprient l'univers. Mais bon, ça aurait pas été là, il y avait pas forcément besoin, je suis d'accord. Mm. Ça rajoute un peu de comique. Et quand on y pense, Le Prisonnier d'Azkaban, il est quand même, il va à 1000 à l'heure ce film. Et il est très drôle, il est très punchy. Mm. Et parce que les Têtes Réduites vont revenir après Olar aussi. Je pense qu'il avait à cœur que le film soit pas juste sombre, Alfonso Cuarón, mais qu'il y ait plein de petites touches assez rigolotes pour pas vraiment basculer tout dans l'adolescence déprimante, quoi. On est quand même dans un univers jovial, quoi, encore dans Le Prisonnier d'Azkaban. Enfin, il y a encore des petites touches, on va Ouais. dire. Une passagère du Magicobus, Madame Dumaret, arrive à destination. Elle est verdâtre quand Stan allait à descendre du bus. Et une fois descendu, il lui jette sa valise avant que le Magicobus reparte en trombe. Eh, bougou chez vous. Non mais attends, tu peux pas lâcher un boujou sans dire d'où ça vient. Ah oui, c'est que normand, je crois. Bah oui. On dit pas en Bourgogne, bougou, ça n'existe Non. pas. Bah, bougou, c'est bisous, quoi. Allez, bisous. Ah, Allez, c'est pas bonjour? Non, c'est plus au revoir. Ah, ok. Ouais, boujou. Non, boujou, ça serait plus au revoir. Ok. Vous en apprenez tous les jours avec la fréquence 9-3 quarts. Oui, donc je disais, c'est à ce moment-là que je me suis demandé, mais finalement, avec tous les moyens de transport à disposition des sorciers, le Magicobus, ça sert à quoi? Et c'est pour quel type de client? Je sais pas si t'as déjà réfléchi à ça, Marine. Bah, par exemple, une vieille dame, elle peut pas forcément transplaner. Parce que peut-être que pour les personnes âgées, c'est un peu compliqué de transplaner, parce que vu les effets que ça fait à ton corps, c'est compliqué. Une personne âgée qui vole sur un balai, voilà, il y a la poudre de cheminette. Mais je pense que c'est pas le moyen de transport le plus apprécié chez les sorciers, peut-être, parce que c'est assez salissant. Et puis bon, être transporté dans des cheminées, je pense que tu peux facilement te tromper si tu tousses en prononçant le lieu, comme Harry a pu l'expérimenter. Je sais pas, peut-être pour les parents avec les très jeunes, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais t'as tout à fait raison. Non, mais c'est même pas que je le pense, c'est que t'as tout à fait raison. Parce que j'ai retrouvé un article dans... Redis-le encore? T'as tout à fait raison, Marina. Oh là 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 là. Je vais le repasser en boucle, ça sera ma sonnerie de Ça portable. sera ta sonnerie. Non, mais parce que j'ai retrouvé un article dans Pottermore, un écrit de J.K. Rowling, justement, qu'elle a consacré au Magicobus. Et on en apprend un petit peu plus sur l'histoire. Et on apprend notamment qu'il a été mis à disposition à partir de 1865 pour les sorciers mineurs, mais aussi, un peu comme tu l'as expliqué, à destination de tous ceux qui ne sont pas assez doués pour transplaner, qui ont trop le vertige pour utiliser un balai ou qui sont un peu malades en utilisant la poudre de cheminette ou un porte-loin. Alors bon, je me suis dit, s'ils sont un peu malades avec la poudre de cheminette ou le porte-loin, je sais pas si le Magicobus est vraiment la bonne solution, mais bon. On apprend aussi dans cet article qu'avant de créer le Magicobus, il y avait eu plusieurs propositions de fêtes, mais qui ont toutes été rejetées par le ministère de la Magie, notamment des balais taxis ou des grands paniers tirés par des sombrales.
Je sais pas si c'est la meilleure idée, parce que les sombrales sont invisibles pour la plupart des sorciers. Mais le ministre de l'époque, un certain Dugald MacPhail, a eu l'idée de copier la nouvelle invention des moldus, milieu 19e, à savoir un bus à étage, ou un bus impérial, je crois que c'est ça qu'on dit. Impérial, ouais. Un bus impérial. Et pour la petite anecdote, il y a quelques sorciers fanatiques du sang pur qui ont annoncé dans les pages de la Gazette du Sorcier qu'ils boycotteraient le Magicobus parce que c'était un outrage pour des sorciers d'utiliser un vulgaire engin moldu. Mais malgré ça, le succès du Magicobus a été immédiat. C'est vrai qu'on dirait un petit peu une invention d'Arthur Weasley, ce Magicobus, quoi. Enfin, petite dernière anecdote qu'on a appris dans cet écrit. Ernest et Stanley, les deux employés du Magicobus, c'est un hommage aux deux grands-pères de J.K. qui s'appelaient Ernest et Stanley. Voilà. Et j'ai eu la même anecdote. Ah, je t'ai piqué ton anecdote. Désolé, pas désolé. Oui, parce qu'on connaît pas la partie de l'autre, en fait, sur les anecdotes, les notes et tout ça. Voilà. Harry, évidemment, il n'arrête pas de se demander ce qui va lui arriver. Il se demande si les Dursley ont réussi à faire redescendre la tante Marge au plafond. Et autant dire que même s'il n'était pas dans un bus qui explosait et faisait des zigzags permanentes, il aurait jamais réussi à trouver le sommeil dans ces conditions-là. Stan est en train de lire la Gazette du Sorcier et sur la couverture, Harry reconnaît le visage émacié et les cheveux emmêlés du fugitif dont les moldus ont parlé à la télé. Quand Harry en fait part à Stan, ce dernier est choqué d'apprendre que Harry ne connaît pas l'identité de Sirius Black. Il lui tend alors le journal et Harry lit l'article en question. Article que je préfère vous lire plutôt que de vous décrire. Black toujours introuvable. Sirius Black, qui peut prétendre au titre du plus infâme criminel jamais détenu à la forteresse d'Azkaban, échappe toujours aux recherches, nous confirme aujourd'hui le ministère de la Magie. Nous faisons notre possible pour capturer Black, nous a déclaré ce matin Cornelius Fudge, le ministre de la Magie, et nous demandons instamment à la communauté des sorcières et sorciers de rester calme. Fudge a été critiqué par certains membres de la Fédération internationale des mages et sorciers pour avoir informé de la situation le Premier ministre Moldu. Il est clair que c'était mon devoir, a déclaré Cornelius Fudge, non sans une certaine irritation. Black est un fou, il représente un danger pour quiconque se trouve en sa présence, sorcier ou moldu. J'ai obtenu du Premier ministre l'assurance qu'il ne dirait pas un mot à qui que ce soit sur la véritable identité de Black. D'ailleurs, ne nous n'y trompons pas. Qui le croirait si jamais il le faisait ? Les Moldus ont été avertis que Black était armé d'un pistolet, sorte de baguette magique dont les Moldus se servent pour s'entretuer. Mais ce que craint la communauté des sorcières et sorciers, c'est un massacre tel que celui qui s'est produit il y a 12 ans, lorsque Black a tué 13 personnes d'un coup en lançant un seul sort. Donc l'article est accompagné d'une photo, et quand Harry voit la photo, il trouve que Black ressemble à un vampire, avec son teint cireux et son visage décharné. Mais cette personne, elle a vraiment tué 13 personnes et avec un seul sort. Stan lui raconte alors comment s'est déroulé ces horribles meurtres. L'histoire commence après la chute de Voldemort provoquée par le petit bébé Harry. Tous ceux qui avaient été partisans de Voldemort étaient traqués. Du coup, la majorité d'entre eux ont bien compris qu'il fallait rester tranquille dans leur intérêt, mais lui, Sirius Black, ne voulait pas faire partie de cette catégorie. Lui, il pensait devenir à la base le bras droit de Voldemort. Mais un jour, des sorciers ont réussi à le traquer dans une rue pleine de moldus. Et c'est là qu'avec un seul sort, Sirius Black a réussi à décimer 12 moldus et un sorcier. Il est resté là, à rire. Même lorsque les gens du ministère sont arrivés pour l'arrêter, il n'a opposé aucune résistance. Il les a même suivis en continuant à rire. Alors, tu sais comment, tu te rappelles, t'as lu ma partie ou pas ? Tu te rappelles comment on couvert, quelle couverture ils ont utilisée ? Ouais, une fuite de gaz. Alors je me demande comment une fuite de gaz peut tuer des personnes en pleine rue à l'air libre. C'est à cause d'une explosion, normalement, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, une explosion liée à une fuite de gaz, je pense. Ouais, mais normalement, je pense que c'est l'explication qui avait été donnée. Ouais. Même si au moment des faits, il était déjà fou, aujourd'hui c'est sûr, il n'y a plus aucun doute qu'il le soit. Azkaban, la prison des sorciers, est un endroit horrible et ses gardiens rendent le lieu encore plus cauchemardesque. Est-ce que tu sais pourquoi J.K. Rowling a appelé la prison des sorciers Azkaban ?
Alors, je savais que tu allais en parler, donc du coup, je n'ai pas... Non, du coup, Ah, je n'ai pas regardé, parce et que... j'ai cru que tu avais craqué et que tu avais regardé. Non, je l'ai su, mais je ne m'en souviens plus, donc tu vas me le réapprendre. Alors du coup, elle s'est inspirée de la célèbre prison Alcatraz, Hmm, oui. qui est l'équivalent, ouais, on peut dire l'équivalent moldu d'Azkaban en fait. Alcatraz, elle se situe sur une île située dans la baie de San Francisco. Et en plus, il y a beaucoup de légendes qui entourent cette prison du fait de sa localisation. Et puis les gens qui ont visité, enfin qui ont habité entre guillemets la prison, notamment un certain Al Capone, a fait un petit séjour là-bas. Bien sympathique. Et pour la deuxième partie du nom, J.K. Rowling s'est inspiré du mot hébreu Abaddon, ou Abaddon, je ne sais pas comment le prononcer, Mhm. qui signifie perdition, ruine. Hmm. Et dans l'Apocalypse, selon Saint Jean, le nom est utilisé pour désigner l'ange exterminateur des abîmes. En fait, dans tous les textes religieux où Abaddon apparaît, c'est pour parler de la destruction et il est très démonisé. Donc en fait, donc Alcatraz, pas une des pires prisons, mais c'est une prison qui a beaucoup de légendes autour de ce qui se passait à l'intérieur. Et puis Abaddon, où ça a vraiment des termes comment dire, Qui fait sens par rapport... qui ouais. fait sens, qui veulent dire perdition, ruine, extermination. Donc on voit bien qu'en s'inspirant de ces deux noms, J.K. Rowling a bien voulu faire comprendre au lecteur que la prison des sorciers, c'était bien un lieu pour détruire l'esprit des condamnés. Mais pourtant, malgré ça, Sirius Black a réussi à s'évader. Alors que normalement, tout le monde devient fou dans cette prison. Et notamment, c'est la première évasion d'Azkaban. Mais bon, en parlant d'Azkaban, tout ce qui peut s'y passer, l'ambiance, Stan est stoppé dans son histoire par Ernie lorsque celui-ci commence à évoquer les gardiens de la prison. À noter que dans ce chapitre, on ne fait pas du tout mention du nom des gardiens de la prison. Ah oui, ça, j'avais pas... Ouais. Ça viendra plus tard dans le Ça Polar viendra Express. plus tard. Donc bien vu, ouais. c'est encore un mystère. On sait qu'ils sont terrifiants, que tout le monde en tremble à l'idée d'en parler, mais on ne sait pas ce que c'est en fait. C'est ça, c'est vrai que quand on connaît l'univers, on se pose même plus la question, Bah tout de non. suite on s'imaginait des Mm. trackers, mais à l'époque, quand on découvrait l'histoire, C'est ça, on savait pas du tout ce que c'était. on s'imaginait des sorciers en fait, des brutes, des choses. C'est ça. Ouais, bien vu. Et donc du coup, tu parlais de toute cette un peu manie adolescente de faire des drames. Mais du coup, l'histoire de Sirius Black a réveillé une nouvelle peur chez Harry, c'est d'être emmené à Azkaban. Après tout, lui aussi, il avait violé la loi des sorciers. Et il peut pas s'empêcher de repenser à la tête d'Hagrid épouvanté quand il a su qu'on l'emmenait là-bas. À la demande d'Harry, le Magicobus le dépose devant le chaudron baveur. Alors qu'Harry dit au revoir à Ernie et Stan, une main se pose sur son épaule. Et cette main appartient à nul autre, à Cornelius Fudge, le ministre de la magie en personne. Et en une seconde, Fudge aigrit la couverture d'Harry en évoquant son prénom. Et Stan est super excité de cette nouvelle. Mais bon, Fudge, il est là, il sauve Harry de cette situation gênante en l'entraînant à l'intérieur du chaudron baveur. Alors qu'Ernie et Stan les suivent à l'intérieur du bar avec les affaires d'Harry. Le Premier ministre demande à Tom, alors, pour se débarrasser un peu de ces deux individus, de les emmener dans un salon privé. Et enfin, Harry et Fudge se retrouvent tous les deux au calme. Fudge se présente à Harry sans savoir qu'en fait, Harry, il était au courant, enfin, il sait déjà qui est Fudge. Tu te souviens pourquoi ? À quel moment Ouais, parce qu'il est sous la cape d'invisibilité avec Ron dans la cabane d'Hagrid quand il part pour Azkaban, justement. Donc, du coup, il peut dire, oui, je sais que vous qui... Oui, il fait semblant de... oui, il fait semblant de le voir pour la première fois. Waouh, Premier ministre, quel honneur. Alors, Fudge dit à Harry qu'il leur a fait une peur bleue en s'enfuyant de chez les Dursley. Deux représentants du département de réparation des accidents de sorcellerie ont mis un terme au gonflement de la tante Marge en la perforant et en lui jetant un sortilège d'amnésie. Mais comment elle peut s'en sortir indemne en étant perforée comme un ballon ? Et surtout, c'est genre, ils l'ont vraiment percé, tu vois. J'en sais rien, j'ai essayé de chercher des infos, mais il n'y a pas d'infos, elle n'a pas été aussi loin. C'est horrible en soi, tu vois, je sais pas comment ça se passe en vrai. Fudge, après avoir parlé de cet incident, regarde Harry quand même avec un regard bienveillant. Et du coup, Harry, il sait pas quoi dire. Le Premier ministre continuant en lui racontant qu'évidemment, son oncle et sa tante sont un peu furieux après lui,
mais qu'il pourra quand même revenir chez eux pour les vacances d'été. Hein. C'est génial, ça le rassure bien. Et maintenant, il est resté à savoir où Harry allait passer les 2 dernières semaines de vacances. Fudge lui conseille de prendre une chambre libre au Chaudron Baveur. Alors, pour résumer la situation, Harry a gonflé sa tente à l'hélium magique, s'est enfui de chez son oncle et sa tante, a appelé par erreur le Magicobus. Il se retrouve en tête-à-tête avec le Premier ministre qui parle sans souci de ces incidents, parce que le Premier ministre lui dit qu'il y a des agents du ministère qui ont fait dégonfler sa tante, qui lui ont lancé un sort d'amnésie, et le Premier ministre lui annonce qu'il peut retourner chez sa tante chez son oncle et sa tante pour les vacances d'été, et que pour les 2 semaines qui restent, il pourrait rester au Chaudron Baveur. Tu remarques pas un détail, un petit oubli dans tout ça ? En fait, moi, je me suis demandé s'il peut passer 2-3 semaines au Chaudron Baveur sous surveillance, alors qu'a priori, il y aurait un mange-mort qui court les rues pour le tuer. Je me suis dit, pourquoi, plutôt qu'il aille chez son oncle et sa tante, pourquoi il pourrait pas aller tout le temps au Chaudron Baveur ? Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je sais pas, moi, ça m'évoque ça après. Après, c'est Harry qui paye le Chaudron Baveur. Donc, je sais pas combien ça coûte. Je pense pas que c'est un établissement très cher, mais bon, il est mineur, je sais pas. Après, la question, c'est toujours de savoir est-ce que Dumbledore savait ou est-ce qu'il avait des doutes concernant Sirius Black. C'est difficile de le savoir. Mais si il était un peu comme tout le monde et qu'il pensait que Sirius Black était vraiment un mange-mort acharné qui s'est évadé pour tuer Harry et qu'il a quand même autorisé que Harry reste au Chaudron Baveur pendant quelques semaines, je me suis dit, est-ce que vraiment la protection magique des Dursley, ça sert à quelque chose ? Enfin, bon, bref. Mais toi, par contre, il y avait autre chose qui te tracassait. Ouais. La punition. Ah oui, mais là, t'es dans l'histoire. Bah oui, je suis dans l'histoire. Je te rappelle qu'on fait un podcast sur Harry Potter sur le chapitre qu'on a lu. Mais non, t'es à fond dans l'histoire, t'es là. Mais il est pas puni. Oui. Parce qu'on rappelle quand même que l'année dernière, il a failli être renvoyé de Poudlard parce qu'un elfe de maison a jeté un gâteau par terre chez les Dursley quand même. C'était pas un cadeau. Et c'était pas un cadeau, justement. C'était même pas de sa faute et pourtant, il a reçu quand même une lettre d'expulsion. En tout cas, ça fait bien rire Fudge car il lui annonce que les circonstances peuvent changer. D'accord ? On voit bien que Fudge, c'est vraiment le politique qui est prêt à changer la loi quand ça l'arrange, quoi. C'est ça. Mais bon, c'est bizarre parce que limite, il est étonné que Harry soit étonné qu'il n'ait pas de punition parce qu'à tel point, il lui demande s'il a pas cherché à se faire renvoyer, en fait. Oui, mais voilà, parce qu'il essaie de trouver des arguments. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de protéger Harry parce qu'il pense vraiment qu'il est en danger de mort et que quelque part, il vaut mieux qu'il aille à Poudlard et on fait table rase du règlement. Mais du coup, c'est un peu ridicule la façon dont il essaie de rendre ça crédible, quoi. Mais c'est ça, et je pense que du coup, dans cette discussion un peu gênante, il trouve une porte de sortie. Il dit « Oh, je vais aller chercher une chambre libre pour toi auprès de Tom. » Genre le ministre de la magie, il a besoin de faire ça. Bref. Tout ça a été plus qu'étrange. Hein. Et Fudge ensuite revient avec Tom. Il lui avait trouvé une chambre de dispo, mais bon, il faut bien suivre une règle. Enfin, plutôt 2 règles. Ne pas se promener du côté moldu et rentrer avant la tombée du jour. Alors que le Premier ministre pensait s'en être tiré, Harry, avant que le Premier ministre parte, Harry lâche The Bomber, la bombe. Est-ce que le ministère a trouvé Black ? Et cette petite bombe embarrasse vraiment Fudge, qui pensait à tort qu'Harry n'était pas du tout au courant de l'affaire Black. C'était gênant, d'autant plus qu'il ne savait pas du tout où il est, et les gardiens d'Azkaban sont furieux parce qu'ils n'avaient jamais échoué jusqu'à présent. Là, on dit aussi gardien, du coup, on dit pas des trackers. Gardien, ouais. Okay. Pas des trackers. Franchement, c'est la première fois dans mes relectures que je remarque ce détail. Ah, c'est intéressant. Harry tente un dernier move pour profiter un peu de la présence du Premier ministre et il lui demande s'il peut signer son autorisation de sortie à Préolard, parce que bon, il est Premier ministre, donc il a beaucoup de pouvoir. Mais mais il a quand même des balls, Harry. Hein. Non, mais en vrai, c'est un trait de caractère que j'aime beaucoup dans le Harry des livres, c'est ça, quoi. Il a, ouais, voilà, comme tu dis, il a des balls. Ouais. Non, mais en même temps, c'est comme, on avait vu ça dans l'émission Quotidien, je crois. L'ado qui demande à Macron de signer son mot d'absence. Oui, c'est un peu ça, oui.
Non, mais, Parce qu'il était venu voir Macron un jour d'école. Enfin, mais je trouve que c'est très adolescent, tu vois. Genre, et Macron l'a fait. c'est très adolescent, il vient de faire une énorme bêtise, et en même temps, il est pas puni, il est là, mais c'est trop bizarre ce qui m'arrive, il a quand même le toupet de te demander Ouais. de signer son autorisation d'aller à Préolard. Mais évidemment, je pense que Fudge, il a pas trop envie de lui signer, quoi, vu les circonstances. Bah non, ouais, justement, il lui refuse. Mais après, il la refuse, mais pas en disant « Je refuse de faire ça pour ta sécurité ». Il dit que le règlement, c'est le règlement, et qu'il peut rien pour Harry. Parce que c'est pas son tuteur. Mais bon, il a quand même arrangé le règlement pour qu'Harry ne se fasse pas expulser, quand même. Mais bon. Je pense qu'en tant que Politique. ministre, tu peux faire ça. Ah bah quand même. carrément, carrément. Après cette étrange conversation avec Fudge, Harry suit Tom jusqu'à sa nouvelle chambre. Edwige l'attend, déjà dans sa chambre. Elle est arrivée 5 minutes après Harry seulement. Elle a un instinct génial. En papouillant Edwige, Harry s'endort après avoir médité sur cette drôle de journée. Merci beaucoup, Marina, pour ce chapitre 3. Et merci Jérémy, merci d'avoir volé une de mes anecdotes. Ah oui, c'était sur le prénom de Ernest et de Stanley. Ouais. Pardon. Et donc, il est temps de... Ah, au fait, Ah. désolée, j'ai oublié de citer ma source. Pour la signification, l'étymologie de Azkaban, ça vient de Pottermore. Mais j'ai pas retrouvé la date exacte parce que Pottermore, il est plus accessible en fait sur les autres, sur les articles. Ah, c'est sûr que ouais, des fois, ça peut arriver sur les Wikipédia qu'il y ait des liens vers Pottermore, du coup, qui sont morts, ces Oui, liens-là, c'est parce ça. que... C'est le wiki Harry Potter, hein, Ouais. comme toujours. Et j'ai cliqué sur la source, mais ils sont morts. Donc, et d'ailleurs, il y avait un auditeur ou une auditrice qui nous avait gentiment envoyé toute une compilation des articles. Ouais. Et ça me sert, en fait, ça nous sert quasiment à chaque fois. Hein. Parce que comme ça, je revérifie les sources et tout. Et c'est super. Franchement, merci à la personne qui nous a fait ça parce que ça Ouais, nous c'est top. simplifie vraiment la recherche. Je sais pas si sur le site du Wizarding World, on peut trouver tous les textes. En tout cas, on peut retrouver tous les écrits. Certains, ouais. On peut retrouver tous les écrits de J.K. Rowling, ça c'est sûr. Mais je sais pas si ce texte-là, je pense pas que ce soit un écrit de Bah, J.K. j'ai Rowling. pas retrouvé, donc je sais pas. Ok. En tout cas, donc il est temps de renommer le chapitre. Marina, si tu devais renommer ce chapitre 3, comment aurais-tu fait? Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 3. Viens dans notre bus magique. En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec bien fait, sûrement! Tu roules dans la pluie, tu descends au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager! fait Tout des ça en musique. swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après moi. Dans notre bus magique. Toujours dans le nez. Viens dans notre bus magique. Dans le plancton. Passe dans le plancton. Sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. En place. Et tu pourrais cuire à l'étouffer. Dans Notre bus magique. Ça va être super! Allez, venez dans Notre bus magique. Pélip, pélip. Alors pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous n'entendrez certainement pas la musique qui vient de... Ah. Donc je vous conseille de rechercher générique du bus magique en français, puisque on le passe dans le podcast, mais YouTube nous a striké l'extrait de Luftballon au dernier épisode en fait. Donc il y a un peu des trous parce que du coup on est obligé de couper. YouTube Ah. nous rattrape. Bon, je sais pas, peut-être sur un générique de dessin animé des années Je 90. sais pas, on va voir, vous nous direz. Années 90-2000, ouais, je pense que... Je sais pas, on va voir. Si on se fait striker sur YouTube, désolé d'avance. Donc pour les plus jeunes, c'était notre enfance, le bus magique, c'était génial. Et je sais qu'ils voulaient faire un remake un peu plus actuel du bus magique avec la nièce de la maîtresse qui enseignait à la classe et qui emmenait les étudiants, enfin les élèves dans ce bus magique, mais hyper sexualisé et plus du tout comme dans le dessin animé d'origine. Donc j'espère qu'ils l'ont pas fait parce que c'est des super souvenirs d'enfance.
Bah, tu m'as appris ça parce que Ouais, mais je sais pas s'ils l'ont fait. J'ai lu le Ah, projet, ok. mais je sais pas s'ils l'ont fait. J'espère pas, parce que J'espère pas non plus. j'aurais détruit tous mes souvenirs d'enfance. Et toi, Jérémy, quel est ton renommage de chapitre? Bah, passer après le bus magique, c'est dur. Mais j'aurais appelé ça Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 3, le délire au bus. Parce que je trouve que c'est un peu Delirium Tremens, tu vois, un peu ce Magicobus. Enfin, je trouve que c'est pas la meilleure traduction de Jean-François Ménard, même si c'est une excellente traduction, Harry Potter. Magicobus, il était pas très inspiré. Ouais. J'aurais préféré le Délirobus, par exemple, quelque chose comme ça. Mais quitte, parce qu'on peut plus refaire, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut pas refaire le jeu de mots anglais, c'est en compliqué. fait. Ouais. Donc voilà, oui, c'est un type de chapitre sérieux. Après, le bus magique, voilà, j'ai tenté, c'est pas très drôle. Et si tu devais retenir un seul personnage, ton personnage préféré du chapitre, Marina? J'ai pas vraiment de personnage préféré du chapitre. J'aime plutôt l'idée du Magicobus, Qui est un personnage à part entière, d'ailleurs. d'Ernie, de Stan. J'aime bien l'ambiance en fait du Magicobus, mais j'ai pas trouvé que de personnages se démarquaient vraiment. Après, je trouve que ce serait pas un meilleur personnage, mais on voit déjà un peu. On avait commencé à le voir dans la Chambre des Secrets, mais ça confirme ce qu'on pense un peu de Fudge, hein, le politique prêt à changer la loi, comme tu dis, pour aller dans son intérêt, et puis un peu avec aucune transparence en fait. Tout est calculé pour aller dans son intérêt. On a déjà les prémices du déni Mhm. dans l'ordre du Ouais, Phénix. c'est ça. Ouais, on voit sa vraie nature à ce moment-là. Enfin, on la voyait déjà aussi dans la Chambre des Secrets. Ouais. Mais là, ça confirme. Complètement. Et toi, ton personnage? Moi, je choisirais quand même Stan, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, qu'on va pas du tout revoir dans les films, mais qui va réapparaître, en tout cas, on va l'évoquer dans les livres, parce qu'il sera une victime, en fait, justement, du ministère de la Magie, qui va l'arrêter en faisant croire que c'est un partisan de Lord Voldemort, alors qu'en fait, il est juste manipulé sous Imperium par les Mange-Morts. Et en fait, ça m'a fait mal au cœur quand je me souviens, dans ma lecture de ça, d'apprendre que Stan Rokad était une victime de ça, parce que il est très jeune, il est décrit avec des boutons d'acné, enfin voilà, il est tout juvénile, il est plein de passion, on sent qu'il fait son boulot de Il façon est énergique. spontané, Ouais. Et j'aime bien aussi son côté un peu gauche aussi, j'aime bien, il balance la valise quand Madame Dumaret sort du Magicobus, et puis même quand il apprend que Neville s'appelle en fait Harry Potter, il dit au revoir Neville. Voilà, j'aime bien, c'est un personnage que j'aime bien, voilà, qui est très secondaire mais que j'aime beaucoup, donc si je devais en retenir qu'un, je choisirais celui-là. Tradition oblige, bien entendu, nous passons désormais à la volière avec vos hiboux. Et nous commençons par un hibou sonore de Charlotte. Bonjour Jérémy, bonjour Marina, je m'appelle Charlotte et j'ai 11 ans et 12 quand sortira l'épisode. J'utilise le compte Instagram de ma mère pour vous poser 2 questions. Déjà, dans la chambre des secrets, pourquoi la part d'Encrux de Harry ne meurt pas quand il se fait transpercer le bras par le crochet du basilic? Parce que je pense que le venin a peut-être pas eu le temps de se répandre dans le corps, mais quand même. Et deuxième question, qu'est-ce que vous pensez du personnage de Delphine Jedusor? Parce que je relis L'Enfant Maudit et je la trouve vraiment sympa quand elle se sert de Albus et Scorpius. À part qu'elle est la fille de Voldemort, ça aurait pu être un bon personnage. Merci, j'espère que vous êtes bien remis de votre séjour à Sainte-Mangouste. Et c'est super ce que vous faites, donc continuez comme ça. Et merci d'avoir détruit ma vie sociale. Mes copines ont tellement marre que je fasse un exposé sur le Fréquence Horaire et le podcast à chaque épisode. Elles n'en peuvent plus. Encore merci beaucoup et c'est trop bien ce que vous faites. Merci Charlotte pour ton hibou et joyeux anniversaire en retard. Alors, en fait, tu vas avoir une réponse directement de J.K. Rowling en personne, puisqu'elle a donné un élément dans le Pottercast du 23 décembre 2007. Elle dit qu'il doit mourir pour se débarrasser de ce morceau d'âme. Son corps doit être irrémédiablement endommagé. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit que, mais du coup, ça signifie que dans la Chambre des Secrets, leur Crux aurait dû être détruit quand Harry, en fait, il a eu le bras percé par le croc du basilic.
Mais en fait, non, il a été un peu empoisonné, puis immédiatement, en fait, il a reçu l'antidote par fume sec. Donc du coup, ça n'a pas chassé le morceau d'âme de Voldemort, tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà. Non, mais la question, elle est légitime, c'est sûr, mais Ah, mais carrément. effectivement, la règle générale, c'est que pour qu'un Horcrux soit détruit, il faut que son contenant soit détruit aussi. Et en l'occurrence, pour un être vivant comme Harry, il faut qu'il meure. Or, Harry, il est pas mort, quoi. Il a été sauvé. Ouais, c'est ça. Donc, par les larmes du Phénix. Mhm. Et contrairement dans la forêt interdite, dans les reliques de la mort, quand Voldemort lance l'Avada Kedavra sur Harry, en fait, il va détruire son propre Horcrux sans le savoir. Parce que là, pour le Voilà. coup, Harry est bien mort hein, dans la forêt. En fait, il meurt, ouais, c'est ça, il meurt, mais en fait, il a la possibilité de revenir à la vie, notamment parce qu'il est protégé par l'amour de sa mère, qui coule aussi dans les veines de Voldemort depuis sa résurrection, où il a utilisé le sang de Harry. Et puis, sans compter le fait que Harry il est le véritable maître de la baguette de Suro. Donc bref, c'est un contexte hyper différent en fait dans les reliques de la mort qui explique pourquoi Harry peut survivre et l'Horcrux meurt en fait. Mais dans la chambre de secret, la situation est beaucoup plus simple. Harry est empoisonné, mais il meurt pas, donc l'Horcrux ne meurt pas. Pour la deuxième partie de ta question, je vais pas y répondre parce que je vais être totalement franche. J'ai lu il y a peut-être 6 ans L'Enfant Maudit. J'en garde quasiment aucun souvenir. Aucun souvenir, aucun personnage ne m'a marqué. Donc je préfère pas faire semblant d'avoir lu directement quelques passages et te dire un avis sur Delphi parce que je n'ai aucun souvenir. Aucun souvenir de L'Enfant Maudit. C'est terrible, hein. Et j'ai même pas envie de le relire en fait. J'ai même pas envie de me donner cette peine parce que j'en ai aucun souvenir. Donc désolée, je peux pas te répondre. Et toi, est-ce que tu t'en souviens ? Ouais, je m'en souviens, mais après, je pense que c'est pas utile, je pense, si on n'aime pas le récit, il vaut mieux pas insister. Par contre, j'aimerais beaucoup qu'on voit la pièce Oui, ça je un sais. jour, parce que au-delà de l'histoire qu'on aime ou pas, il paraît que c'est un très beau spectacle. Mais par contre, j'ai pas vraiment d'avis, je vais pas m'éterniser non plus. Delphi, non, j'ai pas de sympathie pour elle parce qu'elle est absolument horrible. Elle a pas choisi d'être la fille de Lord Voldemort, mais n'empêche que tout ce qu'elle fait, c'est absolument horrible. Donc non, j'ai pas de sympathie pour elle. Non, j'ai pas plus d'avis que ça. J'aime pas trop ce méchant en fait. Enfin, j'ai juste pas envie que Lord Voldemort ait une fille. Donc de base, je n'accepte pas cette idée. Pour moi, ça n'existe pas. Donc de base, j'ai du mal à me faire un avis sur elle. Mais effectivement, par contre, je me souviens dans ma première lecture, effectivement, c'est un personnage qui est très sympathique au premier abord avec Albus et Scorpius. Donc après, c'est un vrai twist en fait quand elle s'avère être la grande méchante, l'augurée de l'histoire. Mais voilà, le récit m'a pas plus touché que ça, donc j'ai pas vraiment d'avis, si ce n'est un avis global sur le récit qui est pour moi pas vraiment canon. Enfin, en tout cas, c'est pas dans mon canon à moi parce que voilà, je préfère évacuer le récit parce que je l'ai pas du tout aimé en fait. Mais par contre, j'espère qu'on verra la pièce. Un petit hibou de Léo cette fois. Salut la fréquence, je m'appelle Léo, j'ai 15 ans et je voulais vous partager une question que je me pose depuis ma première lecture à 7 ans. Où est-ce que les élèves font leurs toilettes, se brossent les dents, se douchent, etc. Parce que je sais que la salle de bain des préfets existe, mais comme son nom l'indique, elle est réservée aux préfets. Mon petit frère est persuadé qu'il y a des douches dans les toilettes, mais ça me paraît un peu bizarre parce que les élèves devraient alors traverser le château avec leurs affaires et en hiver il fait quand même super froid. Aussi, je voulais vous demander quels sont vos signes astrologiques. En tout cas, continuez ce que vous faites. J'adore vos podcasts et je ne peux plus m'en passer. Merci Léo pour ton hibou. Je sais pas ce que t'en penses Marina, mais moi je pense tout simplement qu'il doit y avoir des salles de bain qui sont attenantes aux salles communes. Mais des toilettes aussi d'ailleurs. Ouais, des toilettes aussi. Mais c'est simplement qu'elles sont toutes simples et je pense qu'elle a pas voulu en parler plus que ça. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire 3-4 pages sur la toilette des élèves. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas cette info, mais j'imagine quand même que... Bah oui, parce qu'on a l'exemple des toilettes de Mimi Géniard qui sont dans un couloir, mais je pense qu'il y a il y a des toilettes et des douches qui sont attenantes à chaque salle commune, séparées entre les garçons et les filles, comme les dortoirs, mais c'est juste qu'on n'a pas ce détail. On va demander à Tolkien de faire 6 pages sur la description des toilettes dans Poudlard. C'est ça. Et sinon, sur les signes astrologiques, je suis moi-même Verseau. Et sais-tu ce que ça signifie, Verseau ? Non. Non, t'as pas un peu cherché Non.
Ok. Non, je suis pas trop astrologie, mais voilà. Ok. D'ailleurs, je sais même pas ton signe astrologique, tu vois. Arrête. Je sais pas. C'est vrai? Non, je sais pas. Je suis Gémeaux. Gémeaux, ok. Les Gémeaux comme Helena Bonham Carter, Johnny Depp et Donald Trump. Et donc du coup, j'ai quand même un peu cherché sur les internets la signification de mon signe. Je suis tombée sur des questions Google du genre pourquoi les Gémeaux sont-ils détestés? Pourquoi le Gémeaux est le pire signe astrologique? J'ai découvert une haine anti-Gémeaux. Et en fait, j'ai appris pourquoi. C'est parce que y a une idée répandue comme quoi on serait très versatile au point d'avoir 2 personnalités. Ce qui peut être vrai, mais je pense qu'on a tous 2 personnalités. C'est ça que ça veut dire, Gémeaux, non? Il n'y a pas une Bah, c'est dualité? 2 personnes, il y a Ouais. une dualité, c'est la polarité. Gémeaux, donc c'est ça. Mais après, c'est très exagéré par certains articles. Mais ouais, après, on a tous un peu un côté 2 personnalités. Je me défends comme je peux, hein. Donc, Helena Bonham Carter qui jouait Bellatrix Lestrange, Johnny Depp qui lui jouait vraiment Grindelwald, et Donald Trump qui jouait Lord Voldemort, bien sûr, dans la saga Harry Donc, Potter. Helena Bonham Carter qui joue une folle, Johnny Depp qui joue un fou, et Donald Trump qui est un fou. Donc ça dit beaucoup en 3 personnes. Ouais, bah, je suis sûr qu'il y a des gens très inspirants et Mais oui, bien sûr. qui étaient Gémeaux mais qui sont pas cités dans l'article que t'as lu. Bah oui, mais oui, bien sûr. Mais là, j'ai pris les 3 pour faire les rapprochements avec Harry Potter et puis Donald Trump. Bah voilà. Et nous passons au hibou d'Aaron. Bonjour à vous deux, j'écoute votre podcast depuis peu et j'aime beaucoup. J'ai une question. Dans Les Reliques de la Mort, partie 2, pourquoi Harry décide de sauver la vie de Drago dans la salle sur demande, alors que ce dernier a toujours fait en sorte pour qu'il soit expulsé? Continuez encore longtemps votre podcast, s'il vous plaît. C'est ce qu'on compte faire, Aaron. Merci beaucoup pour ton hibou. On va essayer. Alors pourquoi il décide de sauver la vie de Drago? Donc déjà, entre sauver la vie, enfin, vouloir expulser quelqu'un, c'est quand même moins fort que de laisser mourir quelqu'un dans la salle sur demande. Et puis aussi, Harry, je pense qu'il voit Drago comme une victime de Voldemort, tout simplement. Il a vu déjà la faiblesse de Drago, qui ne voulait pas vraiment le tuer, qui a eu la pression de Voldemort, qui s'est retrouvé dans un cercle infernal qui le dépassait. Et Harry, il a vu ça, et je pense qu'Harry, c'est pas le genre à laisser mourir quelqu'un, en plus. Ouais, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, déjà de base, ouais, je pense pas que Harry laisserait mourir son propre ennemi, enfin son pire ennemi. C'est pas dans sa mentalité. Et puis en plus, à ce moment-là de l'histoire, Drago. Qui son pire ennemi, Voldemort, oui. Oui, parce Drago, que c'est pas vraiment son pire ennemi. oui, voilà, parce que Voldemort, il faut le tuer. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais Drago Malfoy, c'est son ennemi à l'école, on va dire. Mais aussi, il lui doit quelque chose parce que Drago Malfoy, très clairement, il a fait semblant de pas reconnaître Harry au manoir des Malfoy et de pas livrer Harry. Et il lui en est un peu reconnaissant, je pense. En tout cas, c'est à ce moment-là peut-être qu'il voit que Drago Malfoy, clairement, il est pas fait pour la mission qu'on lui a confiée. Bon, dès le prince de sang mêlé, hein, il est incapable de tuer Dumbledore. Mais même sans ça, je pense que Harry, il est pas pour tuer ses ennemis, en fait. Exception faite de Lord Voldemort. Mais d'ailleurs, on va le voir dans Le Prisonnier d'Azkaban avec Pettigrew. Parce que Pettigrew, va y avoir ce choix-là. Est-ce qu'on le tue ou pas? Mais il aurait dû le tuer, pour le coup. Marina a une opinion très différente que Harry. Non, quoique non, parce qu'en lui sauvant la vie, Pettigrew a une Oui, dette. c'est vrai. Et oui, mais ça après, il va- n'aurait pas rejoint Voldemort et il n'aurait pas ressuscité Voldemort par le sacrifice du Peut-être. sang. Voilà. Après, peut-être qu'il y aurait eu un autre serviteur. Enfin, Bon, après, il n'y aurait pas eu d'histoire. il aurait pu faire sans Pettigrew Voldemort d'une façon ou d'une autre, je sais pas. J'aurais été Harry Potter, il n'y aurait plus eu d'histoire, il n'y aurait pas eu de 4e tome. Allez, on passe tout de suite à un autre hibou sonore, celui de Zoé. Salut Jérémy, salut Marina. Déjà, c'est hyper cool de pouvoir avoir votre tour et enfin retravailler en écoutant la fréquence 9/3. Hyper sympa de pouvoir profiter d'un chapitre court pour faire un épisode spécial volière avec plein de messages. Et j'avais une question qui est un peu plus générale sur l'univers d'Harry Potter. C'est est-ce que dans les écrits de J.K. Rowling, on a d'autres informations
sur d'autres grands méchants qui étaient présents. Alors soit dans l'histoire, je pense à Grindelwald qui était présent un peu partout dans le monde, surtout dans le monde occidental, mais plus loin, je sais pas, au Moyen-Âge, à la Renaissance, etc. Ou alors autre part dans le monde, parce que les grands méchants dont on entend parler, donc surtout Grindelwald et Voldemort, c'est dans les années 50 puis 90, et en 45, Grindelwald, qui a été un méchant dans le monde, mais on ne sait pas s'il y en a eu en Afrique, en Asie, etc. Donc je voulais savoir si vous aviez des informations là-dessus. Merci Zoé pour ton hibou. Alors, autre que Grindelwald ou Voldemort, il y en a un qui est pas, c'est pas dans l'histoire, mais c'est un peu dans l'univers d'Harry Potter et que j'aime bien. C'est le sorcier au cœur velu du conte de Biddle le Barde. Je sais pas si tu te souviens, Marina, mais c'est un des contes dans cet ouvrage. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment une figure de méchant, parce que pour l'histoire, en fait, il s'est arraché le cœur parce qu'il trouvait que ses amis devenaient idiots quand il tombait amoureux. Et il a conservé l'organe, son cœur, et son cœur, il s'est desséché, il est devenu velu, en fait. Après, plus tard dans l'histoire, après s'est fait moquer de lui, il a voulu, un peu par orgueil, en fait, trouver une épouse. Mais la belle sorcière qu'il convoite, en fait, elle croit pas du tout en sa sincérité, et elle découvre le cœur de ce sorcier asséché en dehors de son corps. Et elle est catastrophée, et elle lui supplie de remettre son cœur, en fait, en lui. Il faut qu'il remette son cœur. C'est ce qu'il fait, mais il supporte pas d'avoir ce cœur desséché en lui, donc il poignarde la femme pour prendre le sien à sa place. Mais en fait, il est impossible pour lui de se débarrasser de son cœur velu qu'il a mis en lui. Et en fait, il meurt tragiquement avec la femme. C'est absolument horrible. C'est un conte horrible, donc à ne pas mettre entre toutes les mains, je dirais. Et toutes les oreilles, du coup. Ouais. Mais voilà, je trouve que c'est un vrai méchant. Mais sinon, un peu plus dans l'histoire et dans l'univers étendu, on va dire, on peut penser à Herpo l'infâme, qu'on a déjà cité à la fréquence, je crois. Parce que dans l'encyclopédie Harry Potter, en fait, c'est l'inventeur du basilic et des Horcruxes. Il a une carte choco-grenouille à son effigie, donc je pense qu'il pèse un peu dans le game, celui-là. En gros, sans Herpo l'infâme, il n'y a pas de Voldemort. Et puis, c'est un peu lié au chapitre, et puis au tome qu'on est en train de relire. Je pense à alors je sais pas le dire, Ekrisdis. Est-ce que tu sais qui c'est, Marina ? Eh ben, en fait, c'est quelque part, entre guillemets, l'inventeur d'Azkaban, parce que c'est un mage noir qui habitait la forteresse d'Azkaban. Ah mais oui, en plus, oui, je l'ai lu. C'est le mage noir qui habitait la forteresse d'Azkaban avant qu'elle devienne la prison qu'on connaît tous. Et en fait, ce mage noir, il pratiquait des formes horribles de magie en attirant des pêcheurs moldus pour les torturer et les tuer. Et en fait, à sa mort, les sortilèges de camouflage qui entouraient l'île ont disparu. Et c'est à ce moment-là que le ministère a découvert le lieu qui était absolument sinistre. Et l'île était infectée de détraqueurs. Et c'est sûrement les fantômes de ces moldus qui ont été torturés et qui sont restés sous forme de détraqueurs. Et voilà, donc je pense que lui aussi, il est pas mal en méchant dans l'univers Harry Potter. C'est bien parce que notre émission, elle est vachement feel good. En ce moment, on vit des temps super difficiles et c'est bien de pouvoir écouter Fréquence 9-3/4 avec des super histoires feel good. On répond à la question de Zoé. Mais voilà, et ça c'était un écrit de J.K. Rowling dans l'ancien Pottermore, la genèse un peu d'Azkaban. Et nous passons au hibou sonore de Mao. Coucou Marina et Jérémy, je m'appelle Mao, j'ai 13 ans et j'avais une petite question pour vous. Dans Harry Potter 1, il est dit qu'il y a marqué une petite biographie donc à l'arrière des cartes Choco-Grenouille et Harry pioche celle de Dumbledore, à celle de Dumbledore et donc il y a marqué sur celle de Dumbledore directeur actuel de Poudlard. Mais une fois que Dumbledore est mort, est-ce que vous pensez que le texte s'actualise tout seul et donc que le texte a changé parce que Dumbledore est mort ou qu'il y a des éditeurs de cartes Choco-Grenouille qui changent le texte? J'espère que vous pourrez répondre à ma question. Gros bisous. Mao. Merci Mao pour ton hibou. Alors perso, j'ai pas trouvé d'informations sur l'actualisation des cartes Choco-Grenouille. Moi, j'aime bien l'idée
qu'il y ait une sorte de petite maison d'édition sorcier qui modifie par un sort magique les cartes Choco-Grenouille. Enfin, je sais pas, je trouverais ça super cool. Ouais, on Non, peut avoir tu que. peux- Si, on peut avoir que des hypothèses. C'est une bonne question, c'est vrai que le texte, il est censé changer avec le temps. Ouah, je pense que c'est magique, voilà. Je pense que c'est magique, mais j'aime bien des petits éditeurs de Choco-Grenouille dans une petite boîte d'édition et tout. Bah d'ailleurs, dans un épisode, on s'était pas demandé quels étaient les autres métiers des sorciers Ouais. éditeurs de cartes Choco-Grenouille. Bah, surtout quand un sorcier, par exemple, meurt, tu sais, un peu comme sur Wikipédia, il faut vite De toute actualiser la façon- page. Mais de toute façon, il y a forcément des maisons d'édition dans les sorciers. Oui, Parce qu'il y a des livres, il faut bien les éditer. je pense Même que. si c'est de Ouais. façon magique, il y a quand même bien un éditeur qui s'en occupe. Ouais, et puis je pense qu'il y a effectivement des auteurs qui écrivent les biographies. Mais oui. Et je pense que ce sont ces auteurs-là, ou il y a peut-être un auteur unique, je sais pas, qui actualisent en fait la description en fonction de l'actualité. Ouais. Mais tout ça se fait, ouais, je pense que ça se fait à distance, par la magie, Oui, évidemment. ouais. Et pour conclure cette volière, on diffuse un dernier hibou sonore, un petit peu long, mais très intéressant. Copieux quoique digeste. Copieux quoique digeste, allez, c'est parti. Un hibou sonore de Martin, on écoute ça. Salut à vous deux, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Martin, aujourd'hui je vais vous faire un petit hibou sonore pour vous parler d'une interrogation que j'avais à propos de Harry Potter. Donc en fait c'est une réflexion que j'ai eue et où je me demande si Harry devait mourir à la fin des Reliques de la Mort. Donc je m'explique, en fait l'univers d'Harry Potter, j'ai un petit peu fait le tour. J'ai lu les livres, j'ai vu les films, voilà, j'ai essayé de commencer une collection Harry Potter. J'ai fait toutes les choses possibles et imaginables, j'ai traîné sur Pottermore, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, on stagne un petit peu et on se dit qu'il faut passer à autre chose. Et donc moi, j'ai essayé de passer à autre chose en faisant notamment, en imaginant des sortes de réalités parallèles où eh bien, les personnages feraient d'autres choses que ce qu'ils faisaient initialement dans l'œuvre, dans l'histoire qu'on connaît tous, de J.K. Rowling. Donc là, j'ai choisi de me pencher sur le cas de Harry, pour une fois. Et donc j'ai choisi de me demander ce qui se serait passé si dans le chapitre King's Cross des Reliques de la Mort eh bien Harry avait pris un train pour aller plus loin, comme dirait Dumbledore. Donc à ce propos-là, j'ai une toute première interrogation qui est comment l'histoire se clôturerait, comment ça se terminerait si eh bien Harry était mort à la fin des Reliques de la Mort. J'avoue que sur ce point-là, effectivement, je ne sais pas trop. J'aimerais bien avoir votre avis, que vous me disiez voilà ce que vous en pensez, mais moi j'avoue ne pas trop avoir de réponse sur ce point-là. La deuxième interrogation, c'est comment est-ce que je préfère que cette histoire finisse. Donc moi je vais répondre très honnêtement, je préfère que Harry décède à la fin, j'aurais préféré que l'histoire se termine avec la mort du héros à lunettes, et même si j'adore ce personnage, je vais quand même vous expliquer eh bien, pourquoi j'aurais préféré que ce soit un personnage qui décède à la fin de la saga. Donc comme j'ai dit, Harry c'est un personnage que j'aime énormément, il est de très loin dans mon top 10, et je trouve d'ailleurs que les fans ne lui rendent absolument pas la reconnaissance qu'il mérite, parce que clairement c'est un personnage qui est extrêmement bien écrit, bon, je pourrais faire tout un audio sur ça, mais pour moi, quand même, j'aurais préféré qu'il meure, parce que eh bien, ça relève presque de la logique. Moi, quand j'ai lu Les Reliques de la Mort, je devais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça, et je m'attendais vraiment à ce qu'il meure, et limite, je voulais qu'il meure. Et j'ai été assez déçue quand j'ai lu la fin du livre. J'étais assez déçue que ce soit pas le cas, et que finalement, voilà, il vive sa petite vie, qu'il ait une femme, 2 enfants, etc. J'étais assez déçue de la fin, en fait. La fin de Harry Potter m'a pas mal déçue. Et j'aimerais bien avoir votre avis, encore une fois, sur ce point. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous auriez préféré qu'il meure ou est-ce que vous aimez la fin comme elle est ? Voilà, c'est quelque chose que je me demande. Et donc voilà, c'était ma petite interrogation. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez une idée, notamment sur ma toute première interrogation. Comment est-ce que ça finirait cette histoire si Harry venait à mourir à la fin ? Et donc encore une fois, je pense qu'on vous le dit beaucoup, mais merci énormément pour tout ce que vous faites. C'est juste un travail qui est remarquable. Et vraiment, même avec plusieurs mois d'absence, vous restez forcément toujours un podcast qu'on adore écouter. Moi, c'est devenu un rituel. Et franchement, je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites. Et donc voilà, c'était Martin. À la prochaine. Merci Martin pour ton hibou sonore et pour tes compliments, ça nous fait très chaud au cœur. Alors, est-ce qu'on aurait préféré que
Harry meurt à la fin. C'est une vaste question, mais néanmoins intéressante. Surtout que aujourd'hui, c'est vrai que la saga est terminée depuis longtemps, mais nous deux, on a vécu avec les livres qui sortaient et on se faisait plein de théories en fait avant de connaître la fin. Après, même aujourd'hui, je pense que des jeunes lecteurs, ou même pas du tout jeunes, mais en tout cas des lecteurs qui découvrent l'univers peuvent se faire des théories aussi. Ouais, mais ils n'ont pas à attendre des mois, voire un an pour avoir le livre. Nous, c'est vrai qu'on avait eu largement le temps de se faire toutes les théories, toutes les hypothèses possibles et inimaginables. Et puis de relire en attendant le nouveau livre. On a fait des tas de relectures comme ça. Et donc, c'est vrai qu'avant que les Reliques de la Mort sortent, avant que le dernier tome soit publié, on a tous eu notre idée sur comment ça allait se terminer, ou en tout cas des hypothèses. Et a priori, la tienne, Martin, c'était que tu imaginais Harry se sacrifier, quoi, quelque part. En tout cas, se sacrifier jusqu'au bout. Et je sais pas, moi j'y ai réfléchi, j'ai essayé de me remémorer justement quand je connaissais pas encore la fin. En fait, je me souviens avoir eu peur que Harry meure, mais au fond de moi, je voulais pas qu'il meure. Je me suis vraiment dit, l'univers est tellement sombre qu'il risque de mourir. Je sais pas si t'as eu cette impression, toi, Marina. Je m'en rappelle plus. Tu te souviens plus ? Non. J'avais eu peur qu'il meure. Après, avec le recul d'aujourd'hui, est-ce que j'aurais préféré que la fin soit différente ? Alors ça, c'est un vaste débat, quoi. C'est des fans. Je trouve que ça aurait pu être une belle fin. Cette fin aurait pu fonctionner. Mais avec la direction qu'a choisie J.K. Rowling, que j'aime beaucoup, en fait, je trouve que ça fait sens qu'il survive, tout simplement. Parce que c'est en acceptant la mort, pour Harry, quelque chose que Voldemort n'est jamais parvenu à faire, d'ailleurs, parce qu'il a peur, il a toujours eu peur de la mort. Bref, c'est en acceptant la mort que Harry, il trouve finalement le moyen de revenir à la vie, mais encore plus fort, en fait, et dépossédé de l'Horcrux qui vivait en lui, même s'il ne le savait pas. Et bref, je trouve que la saga, elle est tellement sombre que j'aime beaucoup cette fin. Je trouve que c'est une bonne chose que la fin soit optimiste. Je dirais pas que la fin est heureuse, quand même, parce que il y a pas mal de gens qui meurent. Il faut pas c'est terrible. J'aime bien cette fin, je la referai pas. Puis c'est pas dans mon état d'esprit de façon de refaire une fin. La fin est comme ça. On l'aime ou pas, mais la fin est comme ça. Je trouve que là où ça fait sens, comme je disais un peu plus tôt, c'est que je trouve qu'il y a l'idée chez J.K. Rowling que la vie, finalement, elle est plus forte que tout. Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est la philosophie, elle est un peu comme ça. La vie, elle est plus forte que tout, sauf contre la mort, en fait. Enfin, je veux dire, la vie, elle peut rien contre la mort. Et si on accepte cette finalité de la mort, peut-être qu'on va vivre encore plus intensément, encore plus amoureusement, plus dans l'amour, en fait, de la vie. Et quand on a réfléchi, c'est le parcours de Dumbledore. Parce qu'il va arrêter de poursuivre aveuglement les reliques de la mort, et après le décès de sa sœur Ariana, et il va vivre beaucoup plus intensément, et c'est là qu'il va vraiment se créer une philosophie de vie qui est la sienne. Et c'est le parcours d'Harry pendant toute la saga. Donc je dirais que c'est cohérent avec la philosophie un peu de J.K. Rowling, et puis pour le bien de la saga, c'est quand même bien que le héros survive, parce que sinon ça aurait été complètement démoralisant. Donc, après, ça nous aura peut-être permis d'échapper aux fake news par rapport à la suite du film, de la saga qui pullule sur Internet chaque année. Mais ouais, c'est beau ce que tu dis, d'accord. Moi, j'allais avec mon avis tranchant, en fait, je suis d'accord, je voudrais qu'Harry meure. Ça ferait une super fin qui va à contresens de toutes les fins, les happy end, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une happy end, Harry Potter. Mais c'est vrai qu'avec ton analyse, je change d'avis, oui. C'est une belle analyse, voilà. Répartie de fou. C'est la fin de cette volière. Merci à tous pour vos hiboux, même si on ne cite pas forcément tout le monde. Pour rappel, si vous souhaitez que l'on vous cite peut-être dans l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, ou par mail aussi. Tous les portes au loin sont disponibles en description. Lancez-vous avec des hiboux sonores aussi, ça fait plaisir parce que vous êtes de plus en plus à vous enregistrer et on adore entendre et diffuser d'autres voix que les nôtres.
À ce propos, comme on l'a dit en début d'émission, très prochainement, le format va un peu évoluer avec des invités à distance. On aura parfois un guest dans l'émission, invité par nous ou directement un auditeur qui en aura fait la demande. En tout cas, on vous tient au courant sur les modalités de tout ça très prochainement sur les réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse. Si techniquement on est capable de faire ça dans de bonnes conditions, c'est grâce à tous les soutiens reçus sur Tipeee jusqu'alors et on vous en est très reconnaissant. D'ailleurs, on ne manque pas de citer les tipeurs du moment, à savoir Maude, Lucie, Yurad, Guillaume, Marie, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, l'arithmancien, Clara, Marion, Chloé, Franck, Améry, Aurélien, Calimathilde et Miss Boukine. Et aussi un grand merci à tous les tipeurs qui nous ont suivis depuis le début. C'est grâce à eux aussi qu'on en est là aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et si vous souhaitez nous soutenir, le lien Tipeee est lui aussi disponible en description comme d'habitude. Nous soutenir sans galion, c'est possible aussi en partageant tout simplement le podcast à votre entourage, sur les réseaux ou même en vrai, à vos potes, à vos amis, à votre famille, ou en laissant aussi une note et un commentaire sur les plateformes qui le permettent, comme sur Apple Podcast ou Podcast Addict, si jamais vous utilisez ces applications-là. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, car les épisodes sortent simultanément dessus. Et oui, on est dans le YouTube Game. N'oubliez pas le petit pouce bleu et souscrivez un abonnement. Et de déclencher la petite cloche là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, mais c'est vrai qu'on est dans le YouTube Game. Hashtag YouTube Money. Sachant qu'on n'est pas monétisé. Mais non, mais... Bon, on continue d'être sur YouTube parce que ça peut dépanner des gens. Il y en a certains qui écoutent, voilà. Notamment on a un ami qui nous écoute sur YouTube. Ouais, voilà, donc ça dépanne. Coucou Rémi. Ça coûte rien, donc sachez que si vous êtes sur un PC ou sur votre téléphone et puis que vous avez YouTube, sachez que vous pouvez nous écouter sur YouTube, c'est possible. Bref, on espère que cet épisode vous a plu et on a hâte de poursuivre notre lecture du Prisonnier d'Azkaban avec le prochain chapitre, ce sera le chapitre 4, le chaudron baveur. À très vite. À bientôt. En voiture tout le monde. J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé sur Rambo. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez monte, ça va être super.